Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Je sais, la dernière fois, début août, on s'était dit qu'on se reverrait bientôt. Ça fait jamais que 2 mois et demi, bientôt 3 mois, donc finalement ça va dans nos standards de rapidité. L'avantage de pas s'être vu pendant longtemps, c'est que j'ai beaucoup de bouquins à vous présenter aujourd'hui. Beaucoup d'infos aussi, du coup, sur la suite des événements, notamment sur ce qui viendra en 2020, ce qui va se dérouler ce week-end à la Comic Con Paris évidemment, puisque les petits bouquins que vous voyez par là seront dispo en avant-première sur place. Mais avant ça, on va commencer avec la sortie du mois de septembre. C'est l'extraordinaire Tortue Ninja tome 8. Vous le savez parce que je vous ai saoulé avec ce Tortue Ninja tome 8 pendant de longs mois. C'est sûrement le plus gros climax, enfin la première moitié du plus gros climax de la série Tortue Ninja avant longtemps, presque quasiment avant le numéro 100, et une mini-série Shredder dont je tairai le nom parce que rien que le nom spoil un petit peu, qui est aussi dessinée par ce génie de Matteo Santoluco. C'est un peu l'équivalent de City Fall, donc la chute de New York, les tomes 2 et 3 qu'on avait publiés l'année dernière. C'est un giga crossover qui du coup sera un peu à cheval sur 2019 et 2020 puisque le tome 9 sortira en janvier 2020 pour Angoulême, pour le Festival international de la BD. Et ça s'appelle donc Vengeance. Partie 1, Vengeance, pourquoi ? Parce que vous l'avez suivi dans les tomes précédents, les choses se sont quand même bien envenimées et bien accélérées depuis City Fall justement. Certains personnages et une tortue en particulier a pris vraiment cher de la part des multiples clans d'ennemis des tortues. En particulier du coup les Mutanimals et le clan Foot, donc Shredder, Karai et toute sa clique de Bebop et Rocksteady et autres mutants un peu badass qui l'ont rejoint. Et Vengeance, c'est vraiment, à l'instar d'un crossover Marvel ou DC, un gros event estival qui sort à l'automne chez nous, mais vous aurez compris l'idée, avec grosse baston en 8 numéros, avec vraiment tout le monde qui va se croiser et tous les fers qui vont se croiser aussi, et du coup, sans mauvais jeu de mots, surtout dans le tome 9 où la conclusion est vraiment glaçante et très courageuse par rapport à ce que Marvel et DC pourraient faire justement dans certains de leurs events. Je vais peut-être arrêter de bâcher Marvel ou DC et me concentrer là-dessus parce que je l'ai fait à chaque vidéo, mais c'est vraiment pour moi la preuve que Tortue Ninja est la meilleure série super-héroïque du moment, tout simplement, et des années 2010 quasiment. Déjà parce qu'il y a une continuité énorme, ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Bendis sur Ultimate Spider-Man, et tout se suit. Tom Valls a vraiment réalisé une espèce d'équivalent des Sopranos en super-héroïque et en plus geeky, mainstream, ce que vous voulez. Et c'est vraiment très très fort, quoi, parce qu'en plus, Mathéus apporte son dessin qui est juste purement magnifique. C'est adulte, il y a des enjeux qui sont très sérieux. Alors là, oui, c'est pas du Mathéus quand j'ouvre, puisque en fait, au début du numéro, vous avez une sorte de petit récap, et voilà, là, c'est Mathéus, typiquement avec cette page de méditation de Shredder qui du coup atteint le nirvana. Ce qui est drôle avec Vengeance, et surtout particulièrement autour du personnage de Splinter, j'ai dit Shredder juste avant, excusez-moi, je suis fatigué, c'est qu'ils atteignent vraiment une sorte de plafond de verre qu'on n'avait jamais vu ni dans les films, alors de triste ou de bonne mémoire, ni dans la série animée ou quoi. Les personnages vont vraiment prendre des décisions qui sont propres à ce comic book et qui, quand je l'ai lu moi en VO il y a maintenant des années, m'ont fait dire que cette série était l'itération définitive des Tortues Ninja. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de sauter dessus. C'est peut-être, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas encore craqué pour les nombreux tomes avant, c'est-à-dire du tome 0 au tome 7 en passant par l'histoire secrète du clan Foot de Mathéus aussi, peut-être même que vous pouvez vous lancer là-dessus. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est mieux de lire les tomes précédents, mais en fait, c'est tellement impressionnant. Alors, vous n'aurez pas tous les tenants et les aboutissants de comment on en arrive là, mais c'est tellement impressionnant et ça vous prend tellement à la gorge, tellement vite, et c'est impossible de ne pas lire ce tome en une fois, que je pense que ça vous donnera limite même envie d'aller voir ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. Évidemment, l'idéal est d'avoir lu les tomes précédents, mais si je dis ça, c'est parce que après le tome 0 qui est sorti cet été, le tome 8, je pense, c'est mon plus gros espoir d'enfin atteindre les lecteurs manquants pour Tortue Ninja. Vous le savez, ça vend pas du tout aussi bien que Rick and Morty, le phénomène n'est pas du tout aussi gros. Alors après, Rick and Morty est tellement loin que ça ne le sera jamais, mais il nous manque encore des lecteurs sur Tortue Ninja pour vraiment que la série soit pérenne et qu'on puisse faire ce qu'on veut et qu'on puisse apporter plus de contenu comme les micro-séries dont on reparlera samedi à la Comic Con par exemple. Et ça c'est la meilleure publicité pour s'y mettre. Donc voilà, honnêtement je manque de mots pour essayer de vous convaincre vidéo après vidéo. Heureusement qu'on n'en tourne pas tous les mois.
parce que c'est juste excellent, quoi. Et puis c'est marrant parce que quand je feuillette ça et que je regarde Shredder in Hell, que je viens je viens de lire le dernier numéro là, de Matthäus tout récemment, je vois en plus la progression de Matthäus, donc en plus d'avoir un voyage au sein de la diégèse des tortues et dans le lore des tortues qui va vraiment se développer de tome en tome, vous avez aussi le voyage artistique de Matthäus, qui est juste devenu et en train de devenir un des plus grands artistes, un des plus grands dessinateurs de l'industrie au fur et à mesure. Et là, avec toute la pression de gérer un crossover, un event estival et ainsi de suite, et donc tous les combats, tous les décors que ça entraîne et tout ça, le niveau de pression que ça peut entraîner, et en fait, il a vraiment relevé le défi avec brio. Du coup, il s'est poussé encore plus au défi sur Shredder in Hell. Et voilà, je trouve ça vraiment passionnant pour toutes les raisons que j'évoque à chaque fois. Mais si vous ne lisez pas encore Tortue Ninja, commencez par là. Et je vous jure que vous allez lire tous les autres avant. Et puis c'est un voyage exceptionnel. Donc maintenant, j'ai juste hâte de vous parler en janvier 2019, du coup dans une prochaine vidéo. Ça fait à peu près 3 mois, donc ce sera peut-être la prochaine. J'espère vous revoir avant quand même. Parce que la conclusion du tome 9, elle est tellement... Voilà, ça va vous faire exploser le cerveau, que ça permettra ensuite d'enchaîner un peu sur une autre ère des Tortues Ninja où le statu quo sera plus jamais pareil. Et c'est pas juste un argument marketing un peu fallacieux, c'est pour de vrai, quoi. C'est les Tortues Ninja. Du côté des sorties du mois d'octobre, alors c'est marrant parce qu'elles ne sont pas encore sorties au moment où je tourne cette vidéo, puisque elles seront toutes les 3 en avant-première à la Comic Con Paris ce week-end et en librairie la semaine prochaine, le 30 octobre, si je ne dis pas de bêtises, 30-31 octobre, voire un peu plus tôt, parce que souvent les libraires sont livrés un peu plus tôt, vous le savez, dès le mardi. C'est 3 énormes sorties pour nous. Je vais commencer par la plus grosse d'entre elles, évidemment, puisque je viens de vous le dire, Rick and Morty est un phénomène. C'est le très attendu et l'excellent Rick and Morty et Donjons et Dragons. Rick and Morty et Donjons et Dragons, au-delà d'être un crossover évident entre Rick and Morty et Donjons et Dragons, ce qui tombe bien parce qu'on est les licencieurs de Rick and Morty et Donjons et Dragons, comme la vie est bien faite, c'est déjà un espèce de gap qualitatif dans les comics Rick and Morty, puisque c'est écrit par une légende, mais là je pèse mes mots, une légende de la fantasy, puisque c'est écrit par Patrick Rothfuss, le romancier, auteur du Nom du Vent, l'homme qui ne finit jamais sa trilogie parce qu'il joue à The Witcher 3 sur Twitch. Le Nom du Vent étant aussi publié chez Brajlon, je peux vous dire que cette blague revient souvent. Notamment quand mes chers éditeurs de la fantasy là-haut voient qu'en fait le mec s'amuse à faire des comics Rick and Morty et Donjons et Dragons, ils les ont un petit peu là. Mais Sam Raimi aussi, je pense, qui du coup va adapter Le Nom du Vent au cinéma. C'est dessiné par Troy Little, du coup, qui est un nouveau dessinateur de l'univers de Rick and Morty, et c'est accompagné à la fois au scénario, à la fois au dessin, pour faire un peu la transition entre Rothfuss et le dessinateur, par Jim Zub, qui est notre invité, mais j'en reparlerai juste après. La petite anecdote étant qu'au moment où je vous parle de Rick and Morty et Donjons et Dragons, il est à 500 mètres d'ici, à la Dimension Fantastique, en train de débuter la première dédicace de la tournée de cette semaine, puisque Rick and Morty et Donjons et Dragons tome 1, c'est une petite info, est en avant-première à la Dimension Fantastique ce soir, donc évidemment c'est un peu tard maintenant, mais si vous voyez cette vidéo demain, jeudi, et que vous allez à la Dimension Fantastique, peut-être qu'il en restera encore. Sinon, il faudra attendre demain, vendredi, et venir l'acheter sur Comic Con Paris, ou la semaine prochaine, et l'acheter en librairie. Le fait est que vous soyez fan de Rick and Morty, ou de D&D, ou des deux, vous allez trouver votre compte, parce que c'est vraiment à crever de rire. Julie, ma chère et tendre assistante, s'est vraiment marrée à bosser sur ce bouquin. Elle est comme moi, c'est pas une méga initiée de D&D, on connaît les bases, mais c'est à peu près tout. Et ça nous a pas empêché de comprendre les vannes, notamment parce que le premier chapitre prend par la main les joueurs les gens qui ne sont pas joueurs de D&D déjà, via le personnage de Morty, qui lui n'est pas encore joueur de D&D et qui, dans la réalité de Rick and Morty, découvre que pour être un cool guy à l'école, il faut jouer à D&D et lancer des D20, ce qui est un peu rigolo quand on a connu les années 80. Et puis ensuite, ça part vraiment en aventure au sein de l'univers Donjons et Dragons, avec un Rick qui, lui, est expert du jeu, et donc ultra cynique. Je crois qu'à un moment il dit c'est qui le putain de maître du donjon maintenant, et puis après il y a une espèce de case où il est c'est moi le putain de maître du donjon. C'est vraiment une ambiance bière, pizza, des vins, black potache, et c'est vraiment littéralement la rencontre de Rick and Morty et Donjons et Dragons. Mais là où ça pourrait être une sorte de jouet marketing un peu fadasse, le fait d'être écrit par Patrick Rothfuss, Jim Zub et Troy Little fait qu'en fait c'est un excellent comic book. J'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur comic book Rick and Morty qui est dispo à ce jour. On s'est déchiré
pour l'édition française. Alors Jean-Victor vous mettra plein d'extraits dans la vidéo, mais notamment toutes les onomatopées. Ah bah tiens, elle est là, la fameuse page. Ça vous plaît, hein, ça envoie du putain de lourd, c'est kilomètres de ce donjon, le maître du donjon. On s'est fait suer à traduire toutes les onomatopées, à traduire notamment toutes les fiches perso qui sont dans les bonus à la fin, et tous les bonus à l'écrit aussi évidemment. Mais toutes les fiches perso avec toutes les vannes, il y en a partout, hein, il y en a 250 par page, ont été traduites en français. Tout ce qu'il y a dans le fond des cases a été traduit. Enfin voilà, vraiment, on a bossé dessus comme des fous. Je tiens à remercier très très chaleureusement Charles, @Drid, D-R-I-E-D sur Twitter, pour sa révision, sa relecture du coup des termes très spécifiques à D&D. Lui qui est un nerd level 99 de Donjons et Dragons et de toutes les éditions de Donjons et Dragons, a pu nous aider vraiment à traduire au plus près des règles et de la précision des giga-nerds D&D, les termes des sorts notamment et des lieux et tout ça. Il y a notamment une super blague à un moment avec une histoire de Colline qui est dérivée un petit peu de sa réflexion et tout. On s'est vraiment marré, on a trouvé un jeu de mots en français qui le rend assez bien, puisque c'était vraiment pas facile à traduire. Donc gros big up et félicitations à Maxime Ledin, aussi traducteur de Lock and Key, qui a bossé sur Rick and Morty and D&D. Versus D&D, pardon. C'est depuis Batman versus Superman, il préfère ça plutôt que des croix et ainsi de suite. Parce qu'il s'est vraiment pris la tête à traduire les blagues. Patrick Rothfuss est un auteur littéraire, il a un niveau littéraire, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de blagues qui résident dans des jeux de mots qui fonctionnent qu'à l'écrit, qu'en langue anglaise, et qu'il a réussi à transformer en langue française. Et moi, en général, je suis très déçu par les localisations de tout ça, notamment quand parfois les blagues en fait sont traduites littéralement, mais du coup le jeu de mots ne fonctionne pas du tout dans notre langue. Et là en fait à chaque fois il a réussi à réinterpréter. Franchement en termes de boulot éditorial pur de ce que ça nous a demandé, je pense que depuis Ike Giants on s'était pas autant pris la tête sur chaque page d'un bouquin. Donc en plus de ça je suis très fier de la couverture et de l'habillage global du bouquin. Vous avez le bar de Rick là derrière. Voilà, c'est un vrai beau bébé. 16,90, il est bien épais pour un tome de Rick and Morty. Vous avez des belles pages de garde, c'est pareil, là ça a été traduit, machin, avec les différents Rick, les différents Morty. Voilà, franchement, si vous aimez pas ça comme e-book Rick and Morty, là je peux rien faire pour vous parce que autant je sais que le démarrage éditorial qualitatif a été un peu long sur les premiers tomes, qui étaient sorti à l'époque de la saison 1 et donc la série se cherchait encore un peu. Là c'est tout récent, hein. On colle vraiment à la VO. La suite vient tout juste de débuter en VO, donc ce sera chez nous l'année prochaine, à mon avis d'ici un an pour Rick and Morty saison 5. Et c'est vraiment le meilleur moyen là, de préparer l'arrivée de la saison 4 qui est dans moins de 2 semaines sur Adult Swim. Du coup ce sera pas sur Netflix, on a le droit de le dire, on est sur YouTube, on fait ce qu'on veut. Du coup ce sera pas sur Netflix, ce sera sur Adult Swim, vous aurez 5 épisodes à la sortie. Et j'en profite pour les remercier aussi, puisque du coup on a un beau partenariat avec les équipes de Adult Swim qui vont vous faire gagner du Rick and Morty and D&D, du Rick and Morty Tom 6 et j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, c'est la méga star de notre stand à la Comic Con, de toute façon vous le verrez. Si vous êtes de passage, venez vous faire dédicacer le truc par Jim Zub, il dessine aussi, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis voilà, profitez-en, dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout, notamment si vous êtes lecteur des autres Rick and Morty, parce que je pense que l'année prochaine, enfin c'est pas que je pense, j'en suis sûr, on va aussi aller beaucoup plus vers les spin-offs, que ce soit Pocket Morty, que ce soit ça, que ce soit d'autres que j'annoncerai samedi, et c'est pas plus mal en fait, ça fait un bon break de la série régulière. Voilà, pour Rick and Morty Donjons et Dragons, je vais passer à la suite n'étant pas n'importe quoi, puisque c'est un autre bouquin auquel je tiens beaucoup, c'est l'indé de cette vidéo, c'est le Sublime Skyward de Joe Anderson et Lee Garbett, eux aussi présents à la Comic Con. Skyward tome 1, parce que là aussi, à l'instar de Rick and Morty versus Donjons et Dragons, c'est le début d'une série. C'est donc écrit par Joe Anderson, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le showrunner de la série télé Lucifer. Alors personnellement, je vais vous admettre, je ne connais pas bien du tout la série télé Lucifer. Je sais que sur Netflix, c'est déjà pas mal. Mais c'est en tout cas l'un de ses plus gros crédits. Ce sera aussi la personne qui adaptera Skyward au cinéma, puisque c'est une réalité et que ça arrive chez Sony dans les années à venir. Il est accompagné par Lee Garbett au dessin, Lee Garbett qui était à Comic Con Paris l'année dernière pour la petite anecdote, qui est un dessinateur d'ici Marvel et ça, qui est un dessinateur d'excellence, je pense que vous le voyez avec cette magnifique couverture et les extraits qu'on vous mettra dans la vidéo. Et puis Antonio Fabela du coup aux couleurs, les belles couleurs, hein, vous le voyez avec ces jolis nuanciers de violet, de bleu et de vert kaki. C'est l'histoire de Willa à Chicago, dans un Chicago un peu uchronique, où la gravité a disparu. C'est-à-dire que le
premier chapitre s'ouvre à la naissance de Willa, donc, enfin elle est bébé, pardon, donc elle est née il y a peu de temps, et le jour du G-Day, donc le Gravity Day, où la gravité a disparu. Et elle s'ouvre donc avec ses parents. Je vais rien vous spoiler du tout, hein, parce que Skyward c'est vraiment une série télé, il ne faut pas se faire spoiler, rien que l'intro du truc, sinon vous allez être dégoûté de découvrir quoi que ce soit. En gros, ce que ça provoque, cette disparition de la gravité, c'est-à-dire que les gens s'envolent. Si tu es dehors à ce moment-là, et ben, tu t'es envolé dans la stratosphère, tu t'es transformé en glaçon, t'es retombé, t'es mort, ce qui en a fait une catastrophe absolument horrible, du coup, vous imaginez bien, ça arrivait dans notre monde. Et les gens qui, à l'inverse, étaient en intérieur, se sont juste envolés au sein de leur habitat, à moins d'avoir été trop près d'une fenêtre et d'autres détails que les auteurs traitent assez bien avec les propriétés physiques, du coup, qui développent là-dedans. Willa, donc flash forward, Willa, notre héroïne, est adolescente, elle vit avec son père, qui s'est pas forcément très bien remis du G-Day, ça je peux vous le dire, et elle va devoir faire face déjà à l'adolescence, parce que c'est une aventure en soi, et aux garçons et tout ça, et en même temps à une sorte d'Evil Corp, qui du coup dirige un peu les conséquences du G-Day en sous-marin, et qui pourrait avoir des liens avec son père, et qui va être très vite très menaçante, et qui va très vite l'amener à devoir courir pour sa vie, littéralement, avec ses super baskets. Vous verrez juste après pourquoi je vous parle de basket. Et en fait, l'avantage de Skyward, c'est que chaque tome a vraiment une ambiance et un décorum très différent. Le premier est très urbain. Je ne vais pas sauter au-dessus du requin, comme on dit, et vous raconter ce qui se passe dans le 2, mais il est beaucoup plus... ça se passe beaucoup plus dans la nature américaine et dans la jungle, entre guillemets. Et le troisième, c'est encore autre chose. Pourquoi c'est adapté au cinéma au-delà du pédigré de Joe Anderson? Parce que c'est ultra cinématographique. Je pense que c'est la raison pour laquelle Skyward a été nommé comme nouvelle meilleure série cette année aux Eisner Awards à San Diego. C'est vraiment, ça se lit comme on mate une série télé, c'est-à-dire c'est facile à lire. Et en même temps, il y a de la vraie profondeur. C'est évidemment magnifique, parce que Lee Garbett au dessin. Je pense que c'est le titre indé le plus grand public, mais dans le bon sens du terme, qu'on a publié pour le moment, c'est-à-dire que tout le monde peut le lire, c'est pour tous les âges en plus de ça. Voilà, vous avez cette magnifique double page là qui du coup illustre le G-Day. C'est une petite fierté éditoriale pour moi, parce que je pense que c'est pas un titre qu'on aurait pu publier en première année chez iComics. Je pense pas que les agents ou les auteurs nous auraient fait confiance parce qu'on était des petits nouveaux et qu'on avait des preuves à faire. Et que quand il a été question très tôt à la publication de Skyward de travailler ensemble, les auteurs ont compris que iComics était un label avec beaucoup d'héroïnes fortes, avec beaucoup de thèmes à propos des minorités, entre guillemets, notamment Willa est évidemment vue comme une Miles Morales de l'indé, et c'est pas mon terme, hein, c'est comme ça que je l'ai lu dans une review américaine, ce que je trouve est une façon de la voir assez intéressante, puisque Miles n'a pas été créé comme un quota ou un leitmotiv un peu fallacieux, mais comme un vrai grand personnage, et qui depuis, avec Spider-Verse en particulier, s'est vraiment émancipé. Et je pense que Willa pourrait connaître le même genre de destin si le film arrive à être à la hauteur du comic book, ce dont je doute pas, particulièrement quand on voit les noms qui sont attachés pour l'instant au projet, notamment pour interpréter Willa. Perso, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une actrice assez liée à Spider-Man récemment, par exemple, et que bizarrement elle collerait très bien dans ce rôle. C'est vraiment tout le mal que je nous souhaite, du coup, parce que c'est toujours un kiff énorme, hein, évidemment, de voir les comic books qu'on publie adaptés au cinéma, que ce soit Bitterroot qui sortira donc en janvier 2020 pour Angoulême, qui vient d'être optionné par Ryan Coogler, que ce soit Lock and Key l'année prochaine sur Netflix, et j'en passe. Et Skyward sera sûrement le premier à y passer avec Lock and Key, du coup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. D'ici là, je fais confiance pour découvrir ce tome 1. J'espère que ce sera un vrai beau succès, parce que c'est un bouquin qui, je vous le dis, aurait dû aller chez la concurrence il y a encore quelques mois et qui se retrouve chez nous. Donc je suis vraiment très fier de le publier. Et puis je trouve que voilà, la couverture est très belle, c'est un bouquin qui est optimiste. On est vraiment aux antipodes de Invisible Republic ou de The Few, qui ont aussi des héroïnes fortes, mais qui sont beaucoup plus adultes dans leur approche. Là, il y a quelque chose d'assez léger, c'est un mauvais jeu de mots. Et ouais, c'est un vrai kiff de pouvoir publier ce bouquin. Donc profitez de la Comic Con Paris. Je sais pas si je l'ai dit, mais Joe Anderson et Lee sont là tout le week-end avec nous. Donc c'est l'occasion de rencontrer quand même un showrunner de série télé, parce que je vous en veux pas, hein, si vous voulez venir faire dédicacer des Blu-ray Lucifer, ça vous regarde. Et pareil pour Lee, il a aussi bossé notamment avec la Fox et tout, sur des projets autour de X-Men, tout ça. Vous pouvez leur parler de cinéma, je ne serai pas du tout vexé, tant que vous lisez Skyward à la fin.
on sera copains, quoi. Mais vraiment profitez-en parce que ça n'a pas été simple de faire venir. Vous imaginez bien qu'un showrunner à Hollywood, il a un agenda comme ça, et ça n'a pas été simple de pouvoir faire venir Joe. Donc voilà, vrai kiff de les voir ce week-end à Comic Con Paris. Et puis voilà, on va attaquer avec le dernier titre, qui n'est encore pas des moindres, puisque c'est enfin, je me cache derrière parce que j'ai un peu honte, parce qu'on a quasiment un an de retard sur ce bouquin qui devait arriver lui en première année à l'inverse. C'est le très 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 attendu Tortue Ninja Classics tome 1 de Kevin Eastman et Peter Laird, et il est enfin là pour de vrai. Contrairement à Rick and Morty versus Donjons et Dragons et à Skyward, on n'a pas l'honneur d'accueillir ni Kevin Eastman ni Peter Laird ce week-end sur nos stands à la Comic Con Paris, mais on ne désespère pas, on a eu des discussions, donc peut-être que dans un futur plus ou moins proche, voire très proche, ce sera quelque chose de possible. Je vais prêcher des convaincus, j'imagine, parce que vous êtes beaucoup à l'attendre, particulièrement les gens qui regardaient ces vidéos, et ça me touche beaucoup que vous le réclamiez autant, parce que c'est un bouquin auquel je tiens pour des raisons plus qu'évidentes. Donc vous savez très bien ce que c'est les originaux de Tortue Ninja, sortis en 1984, le tout début de la légende, c'est-à-dire que pour ceux qui ne le sauraient pas, Tortue Ninja est un comic book au départ, et Tortue Ninja est ce comic book au départ. Ce tome 1, du coup, vous voyez, on a une couverture wraparound, du coup, elle continue, elle fait vraiment tout le tour et tout, et je trouve que ça s'habille très bien avec le dos et la tête de Shredder, là, juste derrière le 1. Ça contient les 7 premiers numéros et la micro-série Raphaël, si je ne vous dis pas de bêtises, la première micro-série Raphaël, du coup, pas celle qu'on a sortie en petit floppy. C'est un vrai morceau d'histoire, bah, évidemment, enfin je dis ça, mais c'est presque un pléonasme, hein. C'est le début de 35 ans de méga succès et d'adaptation en tout genre et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, donc petit cours d'histoire, c'était une parodie de Daredevil, et le clan foot, c'est une réponse à la main dans Daredevil, le pied, la main, vous voyez où je veux en venir. Que les Tortues Ninja étaient pareil, des sortes de justiciers urbains un peu à la Daredevil, et qu'en fait, c'était presque une blague pour les deux auteurs du coup à l'époque qui ont fait ça dans leur garage, et que c'est devenu juste quelque chose d'énorme qui les a presque dépassés. Et ce qui est génial à redécouvrir, c'est à quel point c'était punk au départ, donc c'est du noir et blanc. C'est évidemment traduit par Philippe Touboul, que je salue bien fort et à qui je fais des gros bisous, qui est notre traducteur punk attitré, parce que c'est une mémoire vivante du punk en France, qui lui a lu les trucs à l'époque et a même vendu après les comics originaux chez Arkham Comics. Bah tiens, je tombe sur la page la plus légendaire de toutes, la première apparition de Shredder, dessin. C'est marrant que je tombe sur cette page parce que c'est le meilleur avocat pour expliquer pourquoi ce n'est pas moche. Parce que plein de gens vont me dire « Putain, mais c'est moche ton truc, mais attends, mais Matteo Santolico, c'est vachement plus beau, et puis ils sont vachement plus badass, et puis tout ça. » Alors déjà, non, ils sont pas plus badass, parce que là, les tortues sont ultra vénères, et qu'elles jurent, et elles n'ont pas les mêmes... elles sont là pour sauver la veuve et l'orphelin, mais sauver le monde, bon, ça devient un peu beaucoup, quoi. En revanche, le dessin... certes, est d'époque, et noir et blanc, et parfois un peu pourrait paraître grossier, mais en fait il est beaucoup plus fin que ça. Il y a un jeu sur les ombres qui est juste magnifique. Je trouve que cette double page aussi l'illustre bien. C'est dans le Turtle Lair, la première fois qu'on voit le Turtle Lair du coup, avec Splinter entouré de ses enfants. Si c'était en couleur, de toute façon vous le voyez ici, notamment comme sur la couverture variante de Mathéus, elles ont au début les 4 bandeaux rouges, elles ont par contre les armes qui correspondent. C'est un gros morceau d'histoire, c'est un gros pavé, c'est 39,90 parce que c'est un gros pavé, parce qu'aussi c'est un bouquin qui, je le sais, si on manque de lecteurs sur Tortue Ninja normalement, va pas déchaîner les foules a priori. Peut-être que des gens vont se mettre à lire la série régulière Tortue Ninja avec Mathéus grâce à ça, c'est tout ce que je nous souhaite honnêtement. Mais évidemment que c'est un bouquin qui est risqué pour nous. Il n'y a pas 36 façons de le dire, c'est... Merci à Brajlon de m'avoir laissé le faire, déjà, au sein d'iComics, parce que c'était pas une évidence, quoi. S'il n'est pas sorti depuis USA Comics il y a presque 30 ans, il y a de bonnes raisons, quoi. C'est que c'est pas un bouquin commercial du tout. Donc, si vous voulez soutenir l'histoire des comics et le patrimoine, parce que là on est vraiment dans quelque chose de patrimonial dans les comics, ça passe par là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus vous verrez plein d'échos avec le Dark Age of Comic Book, donc l'avènement de Alan Moore, Frank Miller, Peter Milligan, Grant Morrison un peu après, Neil Gaiman, tout ça, enfin tout ce que Karen Berger a ramené chez Vertigo à l'époque. Moi je trouve que c'est un peu les précurseurs ces mecs-là, et que le comic book indé, parce que c'était ultra indé à l'époque, c'était tiré dans leur garage, le comic book indé du début des années 80, en fait a vachement poussé
les majors de la fin des années 80, et je pense sincèrement qu'il n'y aurait pas eu Batman Year One, il n'y aurait pas eu Watchmen, il n'y aurait pas eu Dark Knight Returns sans les Tortues Ninja. Ça paraît bizarre quand on met en face Batman Year One et le dessin animé Tortues Ninja, mais là c'est pas le cas du tout, quoi. Enfin là vous êtes vraiment sur quelque chose d'adulte, je me répète, mais voilà. Donnez-lui sa chance, là aussi faites-moi des retours, et s'il vous plaît, je le dis pas assez je crois, mais partagez vos lectures à mort sur les réseaux sociaux, dites aux gens ce que vous avez aimé, même dites-nous ce que vous avez moins aimé et tout, on est vraiment là pour débattre. Évidemment moi je suis là, j'aime tous mes bouquins, c'est évident, parce que sinon je les éditerai pas, mais je suis ravi d'échanger et de débattre avec vous sur « ah ça m'a déplu » ou même sur des questions d'édition et tout. Mais vraiment le partage et le bouche à oreille, c'est la meilleure arme qu'on a pour sauver la culture de niche, parce que ça reste une culture de niche qu'est les comic books, que sont les comic books, pardon. Et voilà, tout simplement, c'en est le meilleur exemple, et je suis vraiment fier, très très fier de sortir un tel bouquin aujourd'hui. Du côté de Comic Con, j'ai oublié de vous dire 2-3 trucs tout à l'heure. Alors évidemment, on sera là vendredi, samedi, dimanche sur place. On a un stand, j'ai plus le numéro, mais vous allez nous trouver de toute façon sans trop de problèmes sur place. Je pense qu'on est au même endroit que l'année dernière, donc en plein milieu, à côté d'Urban et des copains Delcourt, Bliss, Delirium et tous les gens d'édition qui sont présents. J'animerai un panel samedi à midi et quart, de midi et quart à 13h, donc ça va être assez court, ça va être bien condensé, sur iComics en 2020. J'y ferai beaucoup d'annonces, donc là je vous ai parlé de Bitterroot, mais il y a beaucoup d'autres indés qui rejoignent le label. Je peux vous le dire là en guise de teaser, parce que je ne sais pas encore si cette conférence sera diffusée sur YouTube dans la foulée, parce que j'ai juste pas les moyens pour l'instant de la capter. L'arrivée de 2 nouvelles maisons d'édition au sein d'iComics, donc c'est quand même pas rien du coup, après 1 an et demi à travailler avec les mêmes partenaires. Beaucoup d'indés très quali, dont un titre que je voulais absolument, et on a eu la confirmation il y a 3 semaines qu'on l'avait, et je suis putain de fier que ce titre rejoigne notre catalogue. Ce sera même notre Free Comic Book Day l'année prochaine, qui sera consacré qu'aux indés d'iComics, mais à cet indé-là en particulier avec le premier chapitre. Il y aura aussi la présentation de nos nouveaux traducteurs. Du coup, donc, je ne vais pas dropper trop de noms ici, mais il y aura notamment Basile, dont on va reparler dans quelques minutes pour un autre bouquin et le petit bonus de fin, le t-shirt là, qui sera sur place. Il y aura aussi d'autres gens, du coup. Tout le monde ne peut pas être présent sur place, malheureusement, au niveau des traducteurs, parce que ça s'est fait un peu en dernière minute et tout, mais voilà, ça va être un beau moment, 45 minutes en tête à tête. Si vous avez des questions à poser, évidemment, n'hésitez pas à les poser à la fin de la conférence, mais surtout après la conférence. Moi, j'ai du temps après, dans l'après-midi. Et sinon, on sera du côté du stand. N'hésitez pas à venir faire dédicacer vos bouquins, à venir faire juste nous dire bonjour à toute l'équipe. Ça nous fera super chaud au cœur de rencontrer nos lecteurs. Et puis voilà, c'était un beau moment l'année dernière. Je vais y penser. L'année dernière, la Comic Con. Et surtout, on a encore un beau cadeau cette année, puisque pour l'achat de Skyward, eh bien, vous pouvez repartir avec le print de votre choix. Et cette année, on n'a pas fait les choses à moitié, parce que vous avez 3 prints, du coup. Donc vous verrez qu'à chaque fois, il y a un gros focus sur les baskets. Hein. C'est très important, les baskets, vous le verrez au sein de l'histoire. De Willa, du coup, dans 3 situations différentes. Donc vous avez celui-ci, celui-là, ou encore celui-ci, du coup, qui presque spoil une scène de la BD. Voilà, c'est 3 jolis prints. Vous savez qu'on aime bien ça, les prints, on en a fait pour Shirtless Bear Fight Tour, pour Aki Giants, pour Tortue Ninja 2 fois. Donc n'hésitez pas, parce que ce sera que sur Comic Con, si je dis pas de bêtises. Alors, la dernière fois, j'ai dit une connerie quand j'ai dit ça, parce qu'en fait, au final, on les a rendus dispo plus loin. Mais dans le doute, ce sera dispo sur Comic Con. Donc vous aurez les 3 tomes en avant-première, des prints assurés, les auteurs en dédicace, plusieurs heures par jour, plusieurs fois par jour. Et puis une petite conférence samedi, donc bah voilà, ça me paraît pas mal comme programme. On se voit vendredi, samedi et dimanche, 25, 26, 27 octobre, à la Grande Halle de la Villette. Et j'ai l'impression d'être Philippe Risoli, mais on se voit sur place. Dernière petite chose avant que vous partiez, puisque comme ça fait 2 mois et demi qu'on s'était pas vu, que depuis il s'est passé plein de choses dans ma vie, et l'une très très importante et l'autre encore plus importante, je ne sais pas laquelle des deux est la plus importante. Non, si ma femme regarde ça, je vais me faire couper la tête. Il y a à peu près 2 mois, un matin, j'ai reçu un mail qui m'a permis de réaliser un petit rêve grâce à Pierrick, dont c'est le bureau, encore une fois, sur lequel je tourne ces vidéos. Puisque j'ai reçu un mail qui, un peu comme dans le dîner de con, m'a dit « on a les droits ». Et j'avais envie de répondre « mais les droits de quoi ?» Et vous allez me dire « mais putain oui Sullivan, les droits de quoi ?» Et bien il y a 2 mois, on a appris qu'on allait devenir l'éditeur officiel, de l'artbook officiel, de Death Stranding, de Hideo Kojima. Et vous m'auriez dit ça il y a
En fait, vous m'auriez dit au début de l'année que cette année, on aurait fait l'artbook de Death Stranding, donc là, et de Spider-Man Into the Spider-Verse au mois de mai dernier. Bah, je vous aurais pas cru déjà, hein, je vous aurais dit mais t'es con, je connais mon programme 2019, non, il n'y a pas ça dans le programme. Et au final, c'est en train de se réaliser, donc c'est deux doux rêves, parce que Spider-Verse est sûrement mon film préféré de l'année dernière, et enfin voilà, un truc, même je pense que je le mets vraiment dans le top des années 10, comme on les appellera bientôt sur Twitter en faisant des tops au mois de décembre. Et Death Stranding, encore moins, parce que tout simplement, je ne vais pas vous saouler avec lui, je pourrais en parler, et cette vidéo pourrait durer 4 heures de plus, mais Hideo Kojima est d'assez loin mon artiste préféré, tous médias confondus, depuis longtemps maintenant, trop longtemps, que je pensais vraiment pas, à l'instar de Spider-Verse, qu'on serait en capacité, nous, de décrocher des droits pareils, parce que c'est très gros, Death Stranding, vous le savez, c'est quand même la méga prio de Sony en fin d'année, avant Last of Us l'année prochaine, que c'est sa première nouvelle licence depuis longtemps, parce que Zone of the Enders, il était bon plus à la prod qu'à l'exé, que c'est un jeu qui me touche par ses thèmes, mais vraiment par ses thèmes, notamment parce qu'il y a le thème de la natalité, justement, qui est vraiment au centre du truc, la mort aussi, et l'écologie, la collapsologie, et plein de trucs passionnants. Reconnecter les gens aussi, après la fracture d'Internet, et plein de trucs comme ça. Et voilà, j'y ai pas cru, j'ai eu la chance, en amont du coup, de voir de quoi il retournait, et ce qu'était l'artbook. Évidemment, j'ai rien le droit de montrer là aujourd'hui tout de suite, et ce avant un moment, je pense, puisque le bouquin, ceux qui ont suivi le savent, a été décalé jusqu'à janvier prochain, malheureusement. Et c'est pas du tout de notre ressort, hein. On sortira en même temps que la VO, donc il n'y aura pas de moyen de la voir plus rapidement que via nous, a priori. Le bouquin est magnifique, ça permet vraiment d'apprécier Yoji Shinkawa, donc le directeur artistique d'Hideo Kojima, c'est lui qui fait tous ses concept art et qui là quitte un peu le côté crayon très gratté, très jeté, et qui fait des vrais petits tableaux, du coup des vrais concept art comme on les entend au sens occidental du terme. Ça a l'air exceptionnel. J'ai pas eu la chance de jouer au jeu encore. J'ai pas eu la chance d'en parler avec Hideo Kojima malgré un petit passage à Tokyo le mois dernier. Voilà, j'ai qu'une hâte, comme tout le monde, c'est d'être le 8 novembre. Ça va être très grand, et puis surtout d'être en janvier, de voir notre logo à côté de Death Stranding, c'est quand même n'importe quoi, je trouve. Et voilà, c'est complètement fou. Donc je suis plus que ravi. Et souvent on dit que dans l'édition, il faut être très pragmatique et qu'on ne peut pas faire les bouquins qu'on veut et tout. Là, en tout cas, en artbook, pour l'instant, on a un tiercé Rick and Morty artbook officiel et Into the Spider-Verse Death Stranding. J'ai tendance à... Et des choix tout personnels sur iComics, donc j'ai tendance à penser qu'on se fait quand même pas mal plaisir quand on se bat bien. Et voilà, je suis juste hyper content. J'espère que vous serez au rendez-vous du coup pour cet artbook. Et ce sera un artbook Brajlon, oui, ça je l'ai pas précisé. C'est pas iComics, puisque Spider-Verse ça faisait sens, puisque Spider-Man Comics, le lien est évident. Par contre, Death Stranding, le lien comics, il n'est pas évident, donc ce sera vraiment un artbook Brajlon, mais c'est les mêmes équipes que sur l'artbook de Spider-Verse. C'est, j'avais promis d'en parler tout à l'heure, Basile, du coup, qui rejoint aussi l'équipe de iComics en tant que traducteur, qui était le directeur de collection de Paperback, la très bonne collection comics de Casterman, qui vient de fermer ses portes, qui est le traducteur officiel de l'artbook. C'est un gros Koji sexuel comme moi. Il ne pense et ne dort qu'en Kojima. Lui aussi a testé la natalité en guise de pousser le bouchon du marketing très très loin avec la sortie du jeu. Et voilà, je suis hyper fier. C'est une espèce de petite dream team maison qui bosse sur ce bouquin. Et voilà, ça c'est la couverture, les concepts. J'ai qu'une envie, c'est de vous montrer les concepts art à l'intérieur, mais là je peux vraiment pas. Vous en avez au Tokyo Game Show justement qui avait été montré. Donc j'avais fait 2-3 photos à l'époque sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Mais c'est sublime, vraiment c'est sublime. Ça me fait me poser beaucoup de questions sur le jeu en lui-même, parce qu'en fait on pourrait penser que je connais tout, mais pas du tout. J'ai été spoilé de quelques éléments, mais qui en fait, quand ils sont pas totalement explicités, paraissent encore plus mystérieux. C'est comme un trailer en plus en fait. Un gros trailer certes, mais c'est comme un trailer en plus. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au 8 novembre et de me poser dans mon canapé avec mon bibi personnel pour jouer des heures durant à Death Stranding entre des biberons. Et voilà. Merci beaucoup pour votre patience si vous êtes allé au bout de cette vidéo. Je pense qu'elle est longue, je ne me rends pas compte, mais je pense qu'elle est longue. Et puis on essaie de se revoir plutôt vraiment la prochaine fois. Je vais essayer de ne pas faire de bébé entre temps du coup. Ça évitera du coup un mois d'absence. Mais le mois prochain, ouais, on a des belles sorties encore le mois prochain. Il n'y en aura pas au mois de décembre. Par contre, donc il n'y aura pas de vidéo au mois de décembre, ça c'est sûr et certain, à part Jean-Victor et Olivier et Julie qui se déguisent en tête avec des petits masques de Noël en lutin, en reine et tout ça. Vous choisissez votre rôle préféré. Et puis sinon on se retrouvera donc en janvier pour Angoulême et on a un gros programme pour Angoulême. Alors,
pas aussi gros qu'on l'aurait voulu en termes d'événements, mais en tout cas en tant que sortie comics, c'est très très gros et c'est assez d'ailleurs comparable à ce qu'on fait ce mois-ci au mois d'octobre avec Comic Con Paris. On se voit à la Villette, bisous tout le monde, merci, à bientôt.